for Air Resources Board. Thank you. Y a-t-il d'autres questions? Oui, oh, ça y est, il y en a plein. Le problème, où est le micro? Il est là. Et je vois rien du tout, moi. Oui. Il y en a un devant? Oui, ici, en haut. Là. Ah, en haut, là-bas? Oui, bonjour, Benjamin Durand, conseiller général des Bouches-du-Rhône. Je suis chargé de mission mer et littoral. Justement, à ce sujet, par rapport à la crise des carburants fossiles, j'ai en tête un reportage sur l'évolution de la consommation des carburants en Californie, précisément, où on voit de plus en plus, mais comme dans d'autres endroits du monde, la montée en puissance des biocarburants. Alors c'est vrai que ça peut paraître séduisant dans un premier temps en termes de réponse et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la production massive de biocarburants pose d'autres problèmes environnementaux. Notamment, c'est des biocarburants, je crois, qui nécessitent énormément d'eau en termes de production, énormément d'énergie. Et on voyait aussi qu'il n'y avait finalement pas un changement des comportements au niveau des véhicules utilisés avec des capacités de réservoir astronomiques. Donc, remplacer un problème par un autre, est-ce qu'on n'a pas un peu ce risque aussi? C'est la question que je voulais poser, et de déplacer les problèmes face aux craintes liées au changement climatique. Cindy Tuck et professeur Ramanathan after. Okay. Yes, another very, very good question. Certainly, for recent years, the thought of corn ethanol helping to reduce greenhouse gases has been a proposal and has been implemented. But as science develops, there's more and more information about secondary impacts on greenhouse gas programs, so that our Air Resources Board now, as they develop the low carbon fuel standard, they're not just looking at the direct greenhouse gases from the fuel, but they're also looking at issues of such as, was a forest removed to grow a certain type of crop, and what effect does that have on greenhouse gases? So we have to look at those issues, and I think in California we're beginning to look more and more what I would call holistically, where you look at issues, you don't look at just greenhouse gases, you also look at water usage, you look at impacts on water quality, impacts on air quality. We have to look at everything. So this is a relatively new effort, but instead of just looking at carbon footprint or looking at air or water, we're really starting to look at the environmental footprint. Professor Ramanathan, you wanted to intervene. Yeah, I think there are a number of problems with biofuel, particularly ethanol. One you mentioned, we are coupling water with energy, which is not the way to go. The second is you need so much fertilizers. So they put out the nitrous oxide, which is about 300 times more powerful than a carbon dioxide molecule. So we are solving one problem, creating a bigger problem. And the third potential thing where this ethanol would amplify the warming is if you take fallow land which is dry, and then convert this into green, you increase the absorption of sunlight by 10–15%. That's enormous. So these things really need scientific study. And unfortunately, I don't see that happening. When we let loose a technology, we have to understand the impact of that on the environment before we do it on a mass scale. I certainly don't see that happening in the biofuel case. Alors, Bonjour. une question, monsieur, Oui, allez-y. Florent Monello, étudiant à Toulouse. Je voudrais savoir, monsieur Sampéré, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces élevages d'algues et micro-algues qui pourraient permettre de piéger le CO2 sorti des usines qui piègent le CO2 comme par exemple les usines qui consomment du charbon. Donc, quels sont les avantages, les inconvénients et existe-t-il peut-être une solution majeure aujourd'hui à l'échelle planétaire pour justement piéger ce CO2? Merci. Oh, vive l'algue magique. Oui, c'est une question complexe. Comme l'a dit le professeur Ramanathan juste précédemment, chaque solution et chaque modification de l'écosystème va induire d'autres processus qui sont difficiles à déterminer. En tout cas, on ne connaît pas toujours les conséquences. Je pense que ce genre d'initiative est encouragé.
en tout cas d'un point de vue expérimental dans une première phase, mais je ne suis pas assez spécialiste pour vous répondre précisément sur les conséquences sur le long terme. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on ne fait pas assez de travaux de ce genre et de tentatives d'absorption, enfin d'essais de processus ou de mise au point de process qui permettent d'absorber le CO2 atmosphérique. Je pense qu'on se doit, c'est une urgence, d'essayer de plusieurs choses et de plusieurs processus de façon à diminuer cette quantité de CO2. Alors évidemment, quand on développe ce genre de technologie, on doit en étudier toutes les conséquences. Et ça, c'est un autre problème. Mais je ne peux pas vous répondre plus précisément. Ce que je sais, c'est que, par exemple, il y a d'autres initiatives qui visaient par exemple, à injecter du CO2 dans le fond de l'océan. C'est un bon exemple également, et ça montre, a priori, ça paraissait assez séduisant, mais on s'aperçoit aussi qu'on modifie probablement l'écosystème au niveau de l'océan intermédiaire et de l'océan profond. Donc à chaque fois, chaque solution va induire d'autres modifications. Et c'était le message principal que je voulais donner aujourd'hui, c'était que la machine de l'écosystème marin est très complexe, et c'est un mur avec plusieurs briques qui interagissent en fait avec les autres. Et donc il est difficile d'avoir une solution prédictive aujourd'hui. Une autre tentative a aussi, enfin en tout cas a été imaginée et a été parfois essayée in situ dans l'océan Pacifique ou en océan austral, était d'injecter des quantités de fer pour développer le phytoplancton et d'augmenter l'absorption de CO2 par ce développement, un petit peu boosté par cette adjonction de fer. On a vu par la suite que ça pouvait avoir d'autres modifications, production d'autres gaz, notamment des gaz azotés, qui pouvaient aussi produire et augmenter l'effet de serre. Donc chaque solution est à prendre avec précaution, mais en tout cas, un avis personnel est qu'elle mérite d'être essayée. Tout à fait. À nos panélistes, et notamment à Cindy Tuck, j'aimerais demander, puisque vous avez évoqué cette possibilité d'enfouir du CO2 sous l'océan, est-ce qu'on peut vraiment croire à ce qu'on appelle maintenant la capture du CO2 ? Je voyais encore hier une brève dans Le Monde disant que l'Agence internationale de l'énergie fait un appel dramatique aux solutions, aux propositions de solutions de cette capture du CO2. C'est technologiquement véritablement faisable ou c'est une entreprise énorme? Do you believe there's a technological solution or technological solutions? I'm not an expert on that question, but I hope that it is an option. I hope that it is technically feasible, but I think this is a relatively new area that is being developed. There's one other thing I wanted to mention that I hadn't made in my opening comments, and that is just the issue of adaptation, which we haven't talked about today. And we are hoping in California that all the actions that the different countries take working together and states, that we address the problem. But we don't know if we'll be able to. We don't know exactly what the extent of the problem will be. And so another area that we're starting to work on is adaptation. And this is how do you plan for example, in California, if our drinking water supply is affected and fires, do we need to change how we manage our forest, all those issues. So we're now working on the development of an adaptation policy at the same time that we're working on our greenhouse gas reduction strategies. D'une certaine façon, donc, même si évidemment les problèmes sont globaux, comme dit le slogan, il faut agir localement. Act locally to solve global problems. Right. Professor Ramanathan, did you want to intervene on the question of CO2 capture? Or no? No. Alors, il y avait des questions par là et il y a un monsieur qui a déjà le micro. Allez-y. Oui, bonjour. Je me présente, Bernard Thomassin, directeur